Les infos sur DN Télévision, merci de nous rejoindre. Les grandes articulations législatives 2019 au Bénin, l'Union progressiste et le Bloc républicain sont les listes retenues par la Sénat. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. L'opposition est donc alors pour le moment écartée de cette bataille pour les législatives du 28 avril prochain. Vous suivrez dans cette édition l'analyse d'un journaliste politique. Demain, mercredi, des cendres, un acte qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Dans ce journal, nous reviendrons sur le sens des cendres dans la communauté catholique. Et puis en France, la société est divisée sur le rapatriement des enfants de djihadistes partis combattre aux côtés de l'État islamiste. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les listes devant concourir pour les prochaines élections législatives sont connues. Seules les listes de l'Union progressiste et le Bloc républicain ont été retenues au thème du processus de validation par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'annonce a été faite dans l'après-midi de ce mardi 5 mars 2019 au détour d'une conférence de presse initiée par l'organe en charge de l'organisation des élections. Suivant à ce propos la déclaration du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Mesdames et messieurs, après la réception des déclarations de candidature le 26 février 2019 des partis politiques désireux de prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, la Sénat, conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral, a procédé les 3, 4 et 5 mars 2019 à l'examen de conformité et de recevabilité de ces déclarations de candidature. Les 7 partis qui ont déposé des déclarations de candidature ont reçu immédiatement un récépissé provisoire conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral. Il s'agit de Union progressiste, UP, Parti du renouveau démocratique, PRD, Bloc républicain, BR, Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Union sociale libérale, USL, et enfin Moël Bénin. Toutefois, les récépissés délivrés à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et à l'Union sociale libérale, USL, ont été estampillés dossier incomplet en raison de l'absence dans les dossiers du récépissé de déclaration administrative de candidature et du certificat de conformité exigé par la décision EL 19001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, la Sénat s'est abstenue d'examiner la conformité et la recevabilité de ces 2 déclarations de candidature et a décidé de leur notifier un rejet de déclaration de candidature. Les 5 autres déclarations de candidature pour lesquelles les récépissés provisoires ont été estampillés dossier complet ont fait l'objet d'un examen de conformité et de recevabilité. Il s'agit de l'Union progressiste, UP, du Parti du renouveau démocratique, PRD, du Bloc républicain, BR, de Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et de Moël Bénin. L'examen de conformité et de recevabilité a reposé sur les 3 principes suivants. Le souci de la préservation de la crédibilité de la Sénat, le respect scrupuleux des textes, notamment la charte des partis politiques et le code électoral,
Et enfin, l'obligation d'impartialité et de neutralité inhérente aux fonctions de membres de la Sénat. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Rejet de déclaration de candidature. Parti du Renouveau démocratique PRD. Force Cori pour le développement du Bénin FCDB. Et enfin, Mouel Bénin. Ces décisions seront notifiées aux partis politiques concernés qui pourront adresser un recours devant la Cour constitutionnelle. On retient alors que deux partis, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, sont les seuls en liste pour les législatives. Aucun parti de l'opposition ne figure sur cette liste. Pourrait-on alors conclure dans ce cas que l'élection législative du 28 avril prochain aura lieu sans l'opposition? Élément de réponse à cette interrogation dans ce reportage. L'opposition béninoise a encore foi en sa participation aux législatives d'avril 2019, malgré le fait que deux partis d'opposition, à savoir FCBE, RE, n'ont pas pu déposer leur dossier. Le ministre de l'Intérieur ne leur a pas délivré le certificat de conformité exigé par la Cour constitutionnelle. Pour les opposants, il s'agit d'une stratégie de l'exécutif pour exclure les opposants de ces échéances électorales. J'ai l'impression qu'on est en train de tenter la paix, on est en train de tenter voir autre chose en dehors de la paix, parce qu'on a réellement connu autre chose que la paix, on veut tenter autre chose pour voir ce que ça veut dire. Je souhaite que toutes les parties impliquées dans ces élections puissent comprendre que le Bénin n'a pas besoin de tout ce que nous voyons aujourd'hui. On a besoin des élections vraiment libres, transparentes, ouvertes à tous les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Outre le parti d'opposition USL qui a déposé son dossier sans le fameux certificat de conformité, la FCDB, qui se réclame d'une opposition modérée et constructive, a pu le faire et avec le certificat tant réclamé. Une situation qui plonge le Bénin dans une crise préélectorale sans précédent. Dans les communes des collines avec des soulèvements populaires à Yaoui, à Tuy, à Tchatchou, à Tchaourou, un peu partout. Et nous voyons d'autres poches de contestation à Porte-Novo, un peu partout. Et ça risque d'embraser le pays si la décision de ne pas accepter les partis de l'opposition pour compétir, ça risque. Donc nous risquons d'avoir des élections législatives qui seront entachées de tensions, d'agressions par là. Ce n'est pas bon pour le pays. Ce 5 mars 2018, la Sénat présentera officiellement les listes retenues pour ces échéances. Une étape qui viendra confirmer ou pas la participation de l'opposition béninoise aux législatives d'avril 2019. Il est donc clair que pour le moment, selon cette validation faite par la Sénat, les partis de l'opposition ne sont plus en ligne de compte pour les prochaines législatives. Le débat reste donc alors ouvert. Autre élément dans ce journal, la 14e rencontre avec le corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin a eu lieu dans la matinée de ce mardi 5 mars 2019 au ministère des Affaires étrangères. Cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi en présence de deux de ses collègues du gouvernement. Voici le compte rendu de Carnot François Amblé-Rintor et Fiacre Voitan. Ils étaient présents, les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin, à cette 14e rencontre qui a eu lieu au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une rencontre qui a connu la présence et la participation du ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports et du ministre de la Justice. L'honneur est revenu à Aurélien Agbenochi de présenter comme à l'accoutumée non seulement les grandes conclusions des différentes sorties du Bénin à l'étranger, mais aussi les actions menées au plan national. Bien sûr, la rencontre majeure, c'est bien entendu le 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À ce sommet, je voudrais dire que
ce que j'ai retenu et qui est important pour nous, c'est que le sommet a adopté le traité qui est relatif à la création de l'Agence africaine du médicament. La deuxième réunion importante que je voudrais vous signaler, c'est celle qui a eu lieu le 25 février dernier. C'est la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat pour la région du Sahel. Elle a eu lieu à Niamey et elle a adopté, bien entendu, un plan très ambitieux d'investissement climatique sur la période 2019-2030 ainsi qu'un programme régional prioritaire pour la période 2020-2025 pour lutter contre le changement climatique dans la région du Sahel et pour créer les conditions d'une résilience des écosystèmes sahéliens et des populations qui vivent dans cette région. Après ce bref exposé sur le développement et évolution de la diplomatie béninoise, il a été permis à l'assistance de poser des questions aux ministres présents. En somme, toutes les questions étaient liées au déroulement du scrutin du 28 avril 2019 et au rôle du comité de coopération muséale et patrimoniale créé par le gouvernement béninois. Les deux ministres concernés ont apporté chacun respectivement des explications. Dès que le gouvernement a procédé à la convocation du corps électoral, la Sénat a tout de suite sorti un calendrier électoral avec des échéances précises. Il est donc normal que cette échéance-là soit tenue. Et puis, il n'y a pas, je ne vois pas de difficulté, d'incident ou une raison quelconque qui aurait pu susciter ou qui a pu justifier le report des prochaines élections. Voyez-vous, le peuple attend. Et nous avons besoin de cette élection-là pour voir si effectivement il y aura une alternance. Parce que l'alternance, c'est encore l'essence de la démocratie. Donc, je crois que pour ce qui concerne le gouvernement, tout a été mis en œuvre, les moyens ont été fournis à la Sénat, qui fait du très bon travail pour que cette échéance-là soit respectée. On ne peut pas imaginer l'escale d'Alada, l'escale Toussaint Louverture, sans imaginer Haïti, qui est, on va dire, même si je suis dans la maison des diplomates, l'autre nom du Bénin. Bénin et Haïti, c'est deux pays plus que frères. Donc, précisément, nous sommes dans cette volonté de collaborer avec tous les pays parce que ce programme, nous le construisons pour le monde entier. Nous le construisons pour les afro-descendants, nous le construisons pour tous ceux qui ont besoin de revivre cette histoire. Nous le construisons surtout pour que ce pays devienne un pôle exceptionnel pour tous ceux qui ont besoin de savoir ce qui s'est passé il y a quelques années. Suite aux réponses des autorités gouvernementales, la séance a pris fin par un hommage qui a été rendu aux deux artistes peintres décédés. Il s'agit de Apollinaire Pendé et Farah Semassa. Un autre chapitre dans cette édition, religion. Le mercredi 6 mars 2019 démarre le carême chez les chrétiens, notamment les catholiques. Quelle est alors la signification du carême et quels sont les comportements à avoir par un chrétien pendant ces 40 jours de carême? Élément de réponse avec l'abbé Eric Opecha, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il est au micro Eden Télévision de Arnaud Moriagua. Le mot carême vient, disons, d'une déformation populaire de l'expression latine quadragesima dies, qui veut dire 40e jour avant Pâques. Alors, le carême, c'est une période de 40 jours pendant laquelle les fidèles sont invités à se convertir dans le jeûne, la prière et l'aumône. Et le but visé, c'est de pouvoir célébrer la passion, mort et résurrection, c'est-à-dire le mystère pascal avec un cœur purifié. 40 jours de conversion, ça veut dire que le fidèle est invité d'abord à travailler sur lui-même, à faire son examen de conscience, à voir quels sont les péchés qui sont dans sa vie et à lutter contre ces péchés-là grâce aux 3 moyens que l'Église lui présente, à savoir la prière. D'abord la prière. Le chrétien, normalement, pendant le carême, doit prier plus que dans le temps ordinaire. La messe quotidienne pour ceux qui peuvent, la messe dominicale obligatoire, les prières du matin, l'adoration du Saint-Sacrement, le rosaire, le chapelet. Donc c'est un moment de prière, le carême. La deuxième activité, c'est le jeûne. Le jeûne chrétien n'est pas d'abord se priver de nourriture, mais c'est aussi se priver de nourriture. Parce que pour moi, c'est inconcevable que ce soit pendant le carême qu'on développe ses appétits, que ce soit pendant le carême qu'on se promène de bas en bas, de restaurant en restaurant.
comme si de rien n'était. Je dis, pendant le temps de carême, on peut faire un peu d'effort pour jeûner. Ceux qui peuvent le faire, demi-journée, une journée entière, d'autres font même 24 heures, c'est-à-dire ils mangent à 20 heures aujourd'hui et ça fait à 20 heures le lendemain. Mais l'Église dit, faites-le avec prudence selon votre santé. Le jeûne n'est pas que de nourriture, je tiens à le préciser. Il faut aussi, on peut jeûner, disons, des réseaux sociaux. On peut jeûner des commérages, des mensonges, des bavardages et faire des efforts sur soi pour, disons, être au moins mieux ou meilleur pendant le temps de carême. Et la dernière activité, c'est le partage. Il suffit d'ouvrir les yeux de notre cœur et nous verrons autour de nous la misère que nous pouvons soulager en nous privant de ce qui est le superflu, mais aussi de ce qui est le nécessaire. Alors, le superflu, parfois, c'est quoi? Nous gardons des objets que nous conservons. Alors que ces objets-là, ces habits, peuvent aider d'autres qui sont pauvres. Donc, le temps de carême nous invite à nous dépouiller de tout ça là, mais aussi du nécessaire. Normalement, le chrétien qui a bien prié pendant ce temps, le chrétien qui a jeûné pendant ce temps, le chrétien qui s'est dépouillé pour partager, il peut crier haut et fort à la veillée pascale, comme le dimanche de Pâques, Christ est vraiment ressuscité. Et lui-même est ressuscité avec le Christ. Ce mercredi 9 mars qui marque le début du carême des chrétiens catholiques est aussi appelé mercredi des cendres, occasion pour les fidèles de recevoir le cendre sur le front. Que signifie alors le mercredi des cendres et pourquoi ce rituel des cendres? On écoute encore une fois le père Okpecha, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Le mercredi des cendres, vous verrez les fidèles catholiques aller à l'église et ils vont ressortir de l'église avec de la cendre sur leur front. Le mercredi des cendres, c'est le jour où les catholiques commencent le temps de carême. Et les cendres qu'ils reçoivent au front ont deux significations. La première, c'est d'abord leur rappeler leur finitude. L'homme est poussière et il retournera tôt ou tard à la poussière. Et normalement, cela devait lui imprimer une certaine humilité dans la vie. Et voyez, parfois, malheureusement, tous autant que nous sommes, il nous arrive d'oublier que nous sommes des êtres finis et de nous prendre pour des immortels, pour des dieux. Alors ce jour-là, la célébration nous rappelle notre finitude. La deuxième signification des cendres, c'est surtout la conversion, le signe de conversion. Ça veut dire que nous rentrons dans une période de 40 jours où nous allons travailler sur nous-mêmes. Nous allons essayer de limer les excroissances de notre être, les péchés qui sont en nous, tout ce qui est en nous déplaît à Dieu. Tout comme les grands personnages bibliques qui, après avoir commis des péchés, après avoir, disons, fait mal ou énervé Dieu, eh bien, ils se couvrent de sang en signe de repentance pour dire, Seigneur, je regrette amèrement ce que j'ai fait. Donc, voilà ce que nous aussi nous faisons pour dire, non seulement pour ce jour-là, mais pendant les 40 jours qui vont suivre, eh bien, nous allons nous couvrir de sang pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nous amender et pour nous améliorer. Donc, voilà ce que les chrétiens célèbrent le mercredi des cendres. Une actualité hors du Bénin. En France, la société est divisée sur le rapatriement des enfants de djihadistes partis combattre aux côtés de l'État islamiste. Ces enfants sont détenus aujourd'hui dans des camps en Syrie. Les enfants, c'est une population qui, de toute manière, doit être protégée dans tous les cas. C'est un vrai danger de faire entrer ces enfants ici. C'est des enfants, les enfants, c'est un danger depuis quand ? Il ne faut pas les laisser revenir inopinément. C'est la rééducation. Toute une vie, on rééduque ces enfants-là. Donc voilà, il y a le danger. Des enfants, ça ne peut pas être un danger. Justement, si on leur donne la bonne direction dans la vie, ils peuvent que réussir. Les enfants dont il est question ici, ce sont ceux des djihadistes français partis combattre aux côtés de l'État islamique et qui sont aujourd'hui retenus dans des camps au Kurdistan syrien en compagnie de leurs parents, pour ceux qui ne sont pas orphelins. Des enfants français, au regard de la loi, et dont la survie est menacée. Mais leur éventuel rapatriement n'emporte guère l'adhésion de l'opinion publique. Publié le 28 février dernier, un sondage Odoxa révèle que 2 tiers de la population souhaitent que le sort des enfants des djihadistes français soit laissé entre les mains des autorités syriennes ou irakiennes. Un avis que partage Patrick Jardin, père d'une des victimes de la tuerie du Bataclan du 13 novembre 2015. Les parents sont responsables de ce qui se passera de l'avenir de leurs enfants. Les parents sont partis, ont quitté la France volontairement, on les a pas chassés. Ils ont été combattre la France, ils se sont exclus de la France. Et ben leurs enfants, c'est malheureux à dire, mais ils doivent en payer les conséquences. Il est hors de question pour moi que ces enfants reviennent sur le sol français, que je ne les considère même plus comme français.
La France est de plus en plus espionnée par son allié américain qui utilise ses services de renseignement pour obtenir des renseignements de Paris. Ça, vous le savez déjà. Mais comment cet espionnage s'est-il manifesté et quels sont les domaines concernés? Voici les éléments de réponse. Moi, de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Cette citation n'a jamais aussi bien illustré les relations entre Paris et Washington. Car si le pays est un allié de la France, il n'en reste pas moins une menace de plus en plus pesante pour les entreprises de l'Hexagone. Voilà plusieurs années que les services de renseignement américains ont fait de la France une cible privilégiée. En témoignent ces documents révélés par Wikileaks. On y découvre des ordres de mission concernant différents secteurs tels que les télécommunications, l'énergie ou encore les technologies médicales. Dans ces documents, il est demandé expressément aux agents de collecter tout un tas d'informations sur les projets, mais aussi les contrats passés par les entreprises de l'Hexagone. Toute information sur un contrat évalué à plus de 200 millions de dollars doit notamment être transmise aux services américains. Selon une source du ministère russe des Affaires étrangères, ces agissements ont le don d'agacer la diplomatie française. D'ailleurs, cet espionnage est dénoncé par la DGSI. En novembre dernier, dans une note adressée à l'exécutif et révélée par le Figaro, le service de renseignement intérieur français alertait déjà sur les manœuvres américaines. Les acteurs américains déploient une stratégie de conquête des marchés à l'export qui se traduit, à l'égard de la France en particulier, par une politique offensive en faveur de leurs intérêts économiques. Les entreprises françaises évoluant dans ces secteurs font l'objet d'attaques ciblées, notamment par le biais de contentieux juridiques, de tentatives de captation d'informations et d'ingérence économique. Normalement, les services de renseignement français et américains doivent travailler conjointement sur des dossiers tels que le terrorisme ou le contre-espionnage. Sauf qu'en réalité, 60% de l'activité du renseignement américain concerne la recherche d'informations stratégiques, notamment en matière d'économie. Une fois ces données collectées, la stratégie d'étouffement américaine peut se mettre en marche. Déjà, parce qu'en ayant accès aux projets des entreprises européennes, il est possible pour les États-Unis de contrecarrer leurs plans et d'adapter le développement des entreprises américaines. Surtout, Washington se place en gendarme économique du monde et n'hésite jamais à user de l'extraterritorialité du droit américain. Une législation qui permet de poursuivre toute entreprise non américaine pour peu qu'elle ait un lien avec les États-Unis. Ce lien peut s'exprimer de très nombreuses façons. Un contrat passé en dollars, l'utilisation d'un logiciel ou d'un serveur américain suffisent pour que la justice américaine se saisisse d'un dossier. Un constat déjà dressé en 2003 dans un rapport parlementaire français. L'unilatéralisme dont il est généralement question est celui qui vise à imposer aux autres pays des règles du jeu qui n'ont pas été négociées au niveau multilatéral et qui peuvent conduire à des sanctions commerciales non autorisées par l'organisation multilatérale. En clair, les États-Unis mettent leur nez dans des affaires et quand leurs intérêts le nécessitent, ils sanctionnent. L'embargo sur l'économie iranienne en est la preuve. Si une entreprise française investit en Iran, elle s'expose à des amendes aux États-Unis et surtout peut se voir interdire l'accès au marché américain. Cette extraterritorialité du droit américain peut aussi avoir des conséquences sur l'avenir d'une entreprise. En décembre 2014, Alstom a par exemple été condamné par la justice américaine à une amende de 630 millions d'euros dans une affaire de corruption. Hasard ou pas, quelques mois plus tard, le groupe était racheté par l'américain General Electric. Au-delà du préjudice financier, c'est surtout l'attitude de Washington qui exaspère Paris. Car l'étau américain se resserre de plus en plus. Des audits menés par des cabinets d'outre-Atlantique dans des sociétés françaises s'apparentent à de l'espionnage consenti sous couvert de mise en conformité avec la loi américaine. Il y a aussi des exemples de fuites de données, de blocage de courriels ou encore de paralysie informatique qui empoisonnent la vie de plusieurs entreprises hexagonales. L'allié américain est donc un ami de plus en plus encombrant pour la France. Paris encaisse les coups bas de Washington et peine à lancer la contre-offensive. La taxation des GAFA est une réponse timide et certainement pas à la hauteur du préjudice provoqué par l'espionnage américain qui, rappelons-le, est déjà parvenu jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Pour rappel, la NSA a par le passé procédé aux écoutes de présidents français, si l'on en croit Wikileaks.
Et c'est sur cet élément que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Passez d'agréablement en compagnie des programmes de Eden Télévision. Au revoir.